On va passer tout de suite, puisqu'on fera le petit débat après donc l'intervention de Sylvie Aubenas, qui va nous parler et nous montrer, beaucoup mieux encore, de l'Orient au Mexique, les photographes, historiographes du règne de Napoléon III. Vous avez la parole. Je vous remercie. Je remercie tout d'abord les commissaires de l'exposition spectaculaire qui a lieu en ce moment de m'avoir convié à ce colloque. Ce qu'on peut dire en préalable sur cette question de la photographie liée au règne de Napoléon III, et ce que les historiens de la photographie ont toujours pointé, c'est qu'il y a, par hasard, une concomitance parfaite entre l'essor commercial de la photographie dû à l'invention de la photographie sur papier, en particulier de la photographie sur papier à partir de négatifs sur verre, avec le règne de Napoléon III, qui donc, l'essor commercial, le développement de Paris et tous les axes de développement du règne de Napoléon III sont accompagnés par une image nouvelle qui se développe et qui est portée par des grands talents. Les images dont je vais parler maintenant sont surtout des albums, parce que grâce justement à la photographie sur papier qui succède au daguerréotype, on peut réaliser des albums monumentaux. Certains éditeurs comme Blanquart-Évrard, J.D. Baudry, Elisabeth de Fontenay s'y sont dédiés. Et un album permet de raconter une histoire mieux qu'une image en feuille. Ce qu'on peut dire aussi en préalable, c'est qu'il n'existe pas, enfin en tout cas, je ne pense pas qu'il existe de la part de Napoléon III ou de l'un de ses ministres une politique ou une idée visionnaire de l'utilisation de la photographie pour soutenir de manière générale sa politique ou son règne. En revanche, compte tenu de l'importance des commandes et des réalisations photographiques pendant cette période, on peut déceler une intelligente intuition de l'utilité de la photographie pour illustrer certains aspects du règne et communiquer sur eux. Ce qui est certain, et on peut s'appuyer sur les travaux de Catherine Granger, qui a publié sa thèse sur la liste civile de Napoléon III, c'est que Napoléon III et sa famille ont très bien usé de leurs portraits, de la réalisation de leurs portraits, de la diffusion de leurs portraits très contrôlés pour asseoir dans toutes les moindres villes et provinces du territoire leur image. Et ça, c'est la première fois que l'image photographique d'un empereur ou enfin d'un dirigeant se diffuse de cette manière. Ça, c'est très calculé. En revanche, on ne peut pas dire... Après, on peut avoir des actions ponctuelles comme une commande... On parlait tout à l'heure du Congrès de Paris. Par exemple, après le Congrès de Paris, en 1857, Napoléon III ou les ministres de la guerre commandent à Gustave Le Gray un magnifique reportage sur le camp d'entraînement militaire de Châlons. C'est évident que cette démonstration de savoir-faire et de réorganisation militaire et dont les albums sont offerts à l'ensemble de l'état-major, c'est une stratégie très, très facile à comprendre, mais c'est ponctuel, où on peut avoir des commandes sur des nouvelles lignes de chemin de fer, on a une commande à Baldus pour la reconstruction du Louvre, mais il n'y a pas un plan général. Et d'autre part, il y a des commandes à des photographes connus, et il y a aussi des photographes ou des personnalités ou des aventuriers qui se mettent à pratiquer la photographie, qui se raccrochent pour différentes raisons à Napoléon III, ses ministres et son règne, pour faire avancer leurs projets. Effectivement, je vais vous parler de quelques personnalités de la photographie. On a pu dire
en bien ou en mal, que la cour de Napoléon III était pour le moins composite, qu'il y avait là une agrégation d'ambitieux, de personnages louches, interlopes, aventuriers de toutes sortes, qui ont fait des fortunes aussi rapides que douteuses. Dans les photographes, on a aussi, et c'est propre au Second Empire, on a aussi des personnalités complètement hétéroclites entre elles, atypiques, hors du commun, qui sont attirées par la photographie et par également la conquête de nouveaux territoires, qu'elles soient liées ou non à la politique de Napoléon III. Donc, je commence par l'Égypte, qui est aussi un pays de sphinx, je pense. Donc ça fait une parfaite transition avec la communication précédente. Donc vous savez que Maxime Ducamp et Gustave Flaubert, qui sont donc deux fils de famille qui n'avaient pas de problème matériel, décident de voyager ensemble en Égypte et au Moyen-Orient de octobre 1849 à mai 1851. Maxime Ducamp a participé à la Révolution de 1848, il a été blessé à la jambe et c'est pendant sa convalescence qu'il conçoit l'idée de ce voyage. Vous avez ici son portrait à son retour en mai 1851, vraisemblablement par Gustave Legray, donc c'est un grand jeune homme encore assez bohème. Si je vous parle de ce voyage, c'est que c'est une transition parfaite entre justement les hommes de la Révolution de 48, la période intermédiaire entre 48 et 51-52 et le Second Empire. Effectivement, Maxime Ducamp, blessé à la jambe, un peu désœuvré en 48-49, ne sait pas quoi faire. Quand il revient en mai 51, il sait très bien et tout de suite quoi faire de ses photographies et comment s'en servir pour ses ambitions. Et c'est à cette occasion que son amitié avec Flaubert se détériore un petit peu. Donc, vous avez ici, je vous montre deux des photos qu'il a fait. Il a eu une mission de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, comme beaucoup de photographes qui partaient au Moyen-Orient pour des missions archéologiques, alors que Flaubert, lui, a eu une mission du ministère de l'Agriculture et du Commerce. Autant Ducamp, qui est très ambitieux, enfin très pragmatique, disons, prend sa mission très au sérieux et fait ses photographies à l'échelle. Ici, vous avez le temple de Dindera ou la façade du gynécée de Ramsès Meyamoun en 1851, pour reprendre les légendes dont il a accompagné son album. Flaubert, lui, qui a une mission aussi, puisque ses missions, même sans frais, permettaient d'avoir des lettres d'accréditation pour être reçues dans tous les postes français à l'étranger. Flaubert écrit à Louis Bouilhet en 1850 « Je vais te faire une confidence ». Je cite Flaubert parce que j'ai compris que c'était un peu l'esprit de ce colloque. « Je vais te faire une confidence très nette, c'est que je ne m'occupe pas plus de ma mission que du roi de Prusse. Pour remplir mon mandat exactement, il eût fallu renoncer à mon voyage, c'eût été trop sot. Je fais parfois des bêtises, mais pas de si paumées. Me vois-tu dans chaque pays m'informer des récoltes, des produits, de la consommation? Combien fait-on d'huile? Combien goinfre-t-on de pommes de terre? Merde, ah non, franchement, je te demande, était-ce possible? Et après tant de turpitude, si on avait fait quelques démarches, que les amis se fussent remués et que le ministre eût été bon enfant, j'aurais eu la croix. 3 petits points. Donc il veut dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est de visiter l'Orient et pas du tout d'avoir une décoration. En revanche, Maxime Ducamp donc, rentre avec Flaubert en mai 51. Il commence à publier son album en fin 51, début 52. Il s'arrange en 52 pour se faire présenter à Napoléon III, dont il a compris que c'était la personne dont il fallait attirer la bienveillance.
et il reçoit une croix d'officier, car il était déjà décoré, d'officier de la Légion d'honneur le 1er janvier 1853. Donc Maxime Ducamp a choisi son camp, et Flaubert dit « Nouvelle, le jeune Ducamp est officier de la... » Il écrit à Louis Collet en janvier 53 « Nouvelle, le jeune Ducamp est officier de la Légion d'honneur, comme cela doit lui faire plaisir. Tu le verras quelques jours attraper une place et laisser là cette bonne littérature. Tout se confond dans sa tête, femme, croix, art, bottes. Tout cela tourbillonne au même niveau et pourvu que ça le pousse, c'est l'important. » C'est une bonne introduction à certains aspects du Second Empire. Admirable époque que celle où l'on décore les photographes et où on exile les poètes, Victor Hugo. Vois-tu la quantité de bons tableaux qu'il faudrait avoir fait avant d'arriver à cette croix d'officier? Quelle immense ironie que tout cela, et comme les honneurs foisonnent quand l'honneur manque. Donc voilà Maxime Ducamp placé dans le camp des ambitieux, et voilà d'ailleurs le portrait, enfin j'ai vu qu'on faisait pas mal d'usage des aquarelles d'Eugène Giraud. Donc là, c'est Ducamp par Eugène Giraud avec aux soirées de la princesse Mathilde. Vous voyez, sa Légion d'honneur est bien visible. En Égypte, Ducamp et Flaubert rencontrent à Thèbes le 29 avril 1850 le colonel Langlois, et ils le recroisent dans le port d'Alexandrie en 1850. Le colonel Langlois, qui était né en 1789 et mort dans les années 1870, était un ancien militaire des guerres du Premier Empire et devenu, après 1815, un peintre de bataille. Il avait produit pas mal de tableaux qui se trouvent aujourd'hui à Versailles. Et aussi un peintre, il s'était spécialisé dans la peinture de panorama, et il avait fait de très grands panoramas de toutes les batailles napoléoniennes qui étaient présentées au panorama des Champs-Élysées. Il avait pris sa retraite en 1850 et du coup, il a décidé d'aller en Égypte pour refaire un panorama de la bataille des Pyramides en prenant des notes sur place, parce que son dernier panorama, comme il avait un petit emploi au ministère de la Guerre, il n'avait plus pu peindre, datait de 1843, c'était celui de la bataille d'Eylau, et qui était resté à l'affiche en quelque sorte des Champs-Élysées depuis 7 ans, donc il voulait le renouveler. Donc il rencontre Flaubert et Ducamp, et alors qu'il est là avec son carnet de croquis, sa caméra obscura, à faire des petits croquis sur place devant les pyramides. Et Ducamp lui dit « mais moi je fais de la photo, et maintenant c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, au lieu de prendre des notes, de faire de la photo ». Donc c'est un trait de lumière pour Langlois, à qui il donne quelques photographies dont il va se servir. On a pu étudier que les panoramas de Langlois, à partir de ce moment-là, incluent des parties de photographies, que ce soit de Ducamp ou de Félix Thénard, qui lui est allé en Égypte en 1851-52. Mais ensuite, Langlois, qui a donc, je passe de Ducamp à Langlois. Langlois, lui, évidemment très favorable à l'accession au pouvoir de Napoléon III, décide de continuer ses panoramas de batailles napoléoniennes par les batailles de Napoléon III. Donc, il va à Sébastopol en 1855, là c'est l'aqueduc d'Otchakov. Et il amène avec lui un jeune architecte photographe qui s'appelle Léon Médin, dont je vais parler ensuite, comme assistant, et il réalise ces splendides photographies des champs de bataille de Crimée comme étude préparatoire pour son panorama de Sébastopol.
Donc, ces photographies ont ensuite été réunies en album, enfin les photographies de Langlois. Elles ont été offertes et dédicacées à Napoléon III. Et Méhédin, qui était censé l'aider, en fait, dont je vais parler ensuite, a réalisé parallèlement, je vous montrerai, des photographies parce que il ne voulait pas être seulement l'assistant de Langlois, il voulait aussi avoir sa propre œuvre. Et heureusement, les lettres de Langlois à sa femme ont été publiées. Il se plaint énormément de la duplicité de son assistant. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces photographies dont les historiens de l'art et les historiens de la photographie louent par ailleurs le modernisme, qui est tout à fait... c'est tout à fait judicieux, parce que ce sont des gros plans de détails de champs de bataille après la bataille, c'est-à-dire que vous voyez des canons, vous voyez des fascines explosées, des sacs de sable, des gravats. Alors c'est très beau, mais en fait, lui, il fait ça moins parce qu'il se dit « je vais explorer des champs nouveaux de l'art », que, en fait, ça, c'est le premier plan d'un immense panorama où il a besoin d'avoir au premier plan des détails très, très concrets de ce genre. Alors, donc l'assistant de Langlois. Alors, oui, pour terminer sur Langlois, après Sébastopol, en 1862, il part à Solferino parce qu'il veut faire également le panorama de la bataille de Solferino. Il fait aussi des photographies préparatoires, mais j'en ai pas trouvé d'assez bonne qualité à disposition. Et il y a quelque chose de très touchant chez Langlois parce qu'il se fait toujours accompagner par son épouse, qui est son assistante, qui porte les paquets, qui prend les appareils photo, ça. Et comme à Solferino, il faisait très chaud, sur le site de Solferino, sa femme meurt d'épuisement, ce qui, pour un ancien grognard de Napoléon, est quand même est assez frappant. Donc, il achève quand même le panorama, et ces panoramas de Sébastopol, terminés en 60 et de Solferino en 66, sont ensuite présentés à Paris et ont comme point de départ des photographies. Donc, en 1955, il recrute Léon Méhédin. Léon Méhédin, c'est vraiment un personnage de film ou de roman dont on pourrait réécrire l'histoire après l'exposition que la bibliothèque de Rouen lui a consacrée au début des années 90. C'est un architecte élève de Labrouste qui a appris la photographie auprès de Gustave Legray et qui est, depuis le départ, fanatique, sans exagération, de Napoléon III. Il a sa période photographique de gloire est vraiment jusqu'en 1870, et après, bien qu'il essaie encore de monter des projets très ambitieux, il va plutôt se consacrer à vivre en Normandie, construire une maison égyptienne, plutôt qu'à se faire financer des projets. Donc, lui aussi, il produit un album qu'il offre à Napoléon III, avec des légendes manuscrites. Et là, vous voyez, chez Méhédin, il y a vraiment un souhait de plaire à l'empereur et de faire l'iconographie photographique de son règne. Là, vous voyez que sur cette photographie qui représente la tour Malakoff, donc le lieu de la victoire, il y a un drapeau français victorieux planté en haut qui est flou à cause du mouvement. Et surtout, il explique qu'un soldat a écrit sur le mur « Vive l'empereur », mais que, comme on ne le voyait pas très bien, il a retouché le négatif pour que ça ressorte beaucoup mieux. Donc c'est vraiment une image photographique réaliste, mais recomposée pour être un témoignage à la gloire de Napoléon III.
ensuite, donc là, c'est pareil, c'est dans le même album. Il y a à la fois des vues des champs de bataille et à la fois des vues de tous les campements, les tentes des soldats, l'état-major militaire. Il a vraiment le souhait de rendre compte de tous les aspects de la bataille. Voilà. Et en fait, c'est publié dans un album qui s'appelle Galerie historique du règne de Napoléon III. Il commence Sébastopol. Après Sébastopol, il n'y a pas immédiatement une autre bataille. Donc il part en Égypte, il se fait financer une mission pour faire des relevés avec des méthodes à la fois de moulage et de photographie de toutes les inscriptions des temples égyptiens. Donc il obtient de l'argent. Mais au moment où il part en Égypte, se passe la campagne d'Italie et la bataille de Solferino. Donc en Égypte, il apprend la victoire de Solferino et il écrit « Il me parut important avant tout de continuer la galerie historique du règne de Napoléon III, qui plus tard, augmentée de ses travaux de la paix, formera certainement un ouvrage unique en son genre. » Donc il quitte l'Égypte à marche forcée, il va à Solferino. Il arrive quelques jours après la bataille. Il est reçu par l'empereur il lui explique qu'il veut aussi faire la campagne d'Italie 59, pont de Buffarola, aile gauche de l'armée française à la bataille de Magenta. Donc il veut faire l'iconographie de la campagne d'Italie et il demande, donc Napoléon III le reçoit, l'encourage, lui fait un plan de la bataille en lui disant « Vous devez mettre votre appareil à tel endroit pour avoir le meilleur point de vue. » Donc, il garde le croquis, il garde le crayon toute sa vie comme le jour le plus important. Il est confié à l'état-major militaire qui lui donne toutes les facilités. Et surtout, l'empereur lui demande, parce qu'à Valeggio, l'empereur était installé dans la villa d'où est prise cette photo. L'empereur lui demande de prendre cette photo-là, c'est ce qu'il explique, parce que c'est la vue qu'il avait de sa fenêtre avant la bataille et qu'il veut la rapporter à l'impératrice Eugénie comme souvenir de ce moment glorieux de son règne. Donc là, Mesdain se sent investi vraiment d'une mission sacrée d'être le nouveau historiographe vivant de nom de Napoléon III et il réalise cet album. Après, il repart en Égypte, puis il part au Mexique et il est attaché, au moins jusqu'à la chute du Second Empire, à l'iconographie de ce règne. L'autre photographe dont je vais vous dire un mot, qui illustre, lui, un pan nouveau de la politique extérieure française, donc qui est le Mexique. On parle beaucoup pour la photographie du 19e siècle, les grands albums sur tout ce qui est le Grand Tour, l'Égypte, la Turquie, le Moyen-Orient, les grandes fouilles en Perse, mais j'ai pensé que l'archéologie mexicaine était quelque chose de beaucoup plus nouveau, évidemment plus lié à la politique de Napoléon III et de beaucoup plus inattendu. Donc, Désiré Charnay, donc je vous dis en deux mots, c'est un personnage qui, lui, est né en 1828. Il se forme à la photographie en 1853. Il connaît bien les États-Unis parce qu'il a enseigné à la Nouvelle-Orléans. Il s'est toujours passionné pour l'archéologie précolombienne parce qu'il a lu les travaux de l'archéologue américain John Stephens, qui reproduisait dans son livre des daguerréotypes de Frederick Catherwood, d'une expédition de 1841. Il obtient une mission du ministère des Beaux-Arts en 1857. Il part de Paris, il passe par les États-Unis, fait les premières photographies sur papier des chutes du Niagara du côté canadien. Il arrive à Mexico, il fait un
en attendant que tout son matériel arrive et de pouvoir partir, il fait un premier album rarissime qu'il a offert à l'empereur et qui est maintenant à la Bibliothèque nationale, album Photográfico Mexicano. Et après, il publie ce livre merveilleux qui s'appelle Les ruines mexicaines, Mitla, Palenque, Izamal, Chichén Itzá, Uxmal, publié en 1862-63. Alors, ce sont les premières photographies des ruines mexicaines qu'il a dû lui-même, enfin, il est intarissable sur les difficultés de prise de vue de ces images, qu'il a dû dégager lui-même, enfin, avec les gens de son expédition, ils ont dû dégager les ruines pour pouvoir les photographier. Ce qui est important pour nous parce que ça donne tout à fait, enfin, une vision beaucoup plus large des intérêts du Second Empire, c'est que son livre est publié avec une préface de Viollet-le-Duc, qu'on imagine, enfin les spécialistes de Viollet-le-Duc le savent très bien, mais on n'imagine pas Viollet-le-Duc s'intéresser à l'architecture précolombienne. Il écrit dans sa préface: peut-être sommes-nous arrivés au moment où une intervention au Mexique, là on est en 1862, permettra de déchirer les voiles qui couvrent l'histoire de cette belle contrée. Monsieur Charnay a rendu un service signalé à l'étude de l'archéologie en offrant au public cette collection de photographies recueillies à travers 1000 périls et aux dépens de sa fortune privée. Parce qu'en effet, Napoléon III soutient beaucoup, enfin, et ses ministères, mais il paye assez peu. Donc c'est vrai qu'on a plutôt affaire à des personnages, enfin, les photographes qui réalisent ce genre d'expédition sont souvent issus de la noblesse ou au moins de l'aristocratie, ou sont des fils de grandes familles fortunées. Et dans cet album, car on a dit en commençant ce colloque qu'on ne pourrait pas envisager tout l'aspect de la piété du catholicisme sous le Second Empire, Charnay a glissé dans l'album une vue qui, attendez, je retrouve la légende, qui est en fait une vue de la procession, voilà, ça s'appelle Mérida, capitale du Yucatan, souvenir du Vendredi Saint. C'est une incroyable photo de la procession du Vendredi Saint au Mexique qu'il a glissée au milieu des ruines précolombiennes, sachant que cet album est offert à l'empereur, à l'impératrice, et a été préservé parce qu'il n'était pas aux Tuileries, mais qu'il était à Compiègne. Voilà, donc ça, c'est... je pense que ce n'est pas par hasard. Ensuite, Charnay a suivi l'expédition diplomatique française à Madagascar en 1863. Il était le photographe officiel de cette mission qui a été décidée sous le règne du roi, alors que régnait le roi Radama II, qui était très favorable aux Français. Il était question d'étendre l'influence de la France à Madagascar. L'expédition est devenue beaucoup plus difficile parce qu'entre le moment où l'expédition est partie et le moment où elle est arrivée, le roi a été assassiné et un pouvoir anti-français s'est installé à Madagascar. Mais quand même, Charnay a pu prendre des dizaines de photos, donc il y a un très bel album au musée d'Orsay, et publier sous forme de gravure ces photos dans le Tour du Monde, accompagné d'un texte en 1864. Mais les tirages originaux se retrouvent au musée du Quai Branly, au musée d'Orsay et à la Société de géographie. Donc là aussi, voilà un paysage malgache. Donc effectivement, on a des choses très, très, très différentes. Vous voyez là, je l'ai choisi pour sa composition inhabituelle. Ça, et pour terminer, enfin, quelque chose qui est alors très lié à la politique impériale, même si là non plus Napoléon III a bien voulu donner son approbation bienveillante, recevoir les albums, mais ni lui ni ses services n'ont rien payé.
C'est les presque 500 photographies que Félix Moulin a réalisées en Algérie. Ça s'appelle Algérie photographiée, province d'Oran, province d'Alger, province de Constantine. Les albums ont été offerts à Napoléon III. Voilà un plat de reliure. Moulin, qui était un photographe parisien qui avait des ennuis avec la police et la censure pour des photographies de nus non autorisées qu'il avait faites, est parti en Algérie en 1856-57. Il a fait ces albums magnifiques. Alors lui, lui, ce n'est ni les beaux-arts, ni l'éducation, ni le commerce, c'est la guerre. C'est le ministère de la guerre, évidemment, et il a été recommandé au gouverneur général d'Alger, maréchal comte Randon, pour une publication dont il disait, Moulin, destinée à populariser l'Algérie, et elle a été accueillie avec faveur par Sa Majesté Napoléon III, qui a bien voulu en accepter la dédicace. Alors, vous avez dans ces plus de 300 photos tout l'état-major militaire, tous les chefs indigènes, des paysages, des vues pittoresques. C'est vraiment un mélange religion, politique, orientalisme. Donc ici, vous avez, c'est dans l'oasis de Biskra, donc les personnages ne sont pas nommés, c'est un groupe dans l'oasis, et en revanche, une dernière image, c'est, et c'est pas du tout évidemment innocent, ces trois personnages sont les frères d'Abdelkader. Donc Abdelkader, prisonnier politique en France, très délicat et embarrassant. Et voilà, Moulin a rapporté d'Algérie ce très beau portrait de sa famille. Et ensuite, lui, après avoir offert ses albums à Napoléon III, donc on garde les 3 albums de dédicace, il vendait ces images une par une, et on en retrouve pas mal d'exemplaires sur le marché, dans les collections publiques. Et une autre collection complète, à part la nôtre, aux archives d'Aix-en-Provence. Et c'est une très belle source pour l'histoire de l'Algérie. Voilà, merci.